Présentez. Hop. Reposez. Homme. Repos. Galop. Drapeau du 2e régiment d'infanterie de la garde républicaine. Sans votre garde, gagnez votre emplacement. Récipiendaire, gagnez vos emplacements.
Présentez. Homme. Ouvrez le banc. Monsieur Gilbert Rivoal, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Fermez le banc. Reposez. Homme. Portez. Homme. Ouvrez le banc. Monsieur Maurice Boeuf, au nom du Président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Monsieur Claude Papouin, au nom du Président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Monsieur Claude Morin, au nom du Président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Fermez le banc. Reposez. Homme. Décoré. Rejoignez les rangs. Drapeau. Rejoignez votre garde. Voilà exactement l'aire d'atterrissage où nous allons nous poser, comme se posent et comme vont se poser les délégués FLN venant de Genève, exactement sur la croix. En janvier 1961, les Français approuvent largement par référendum le principe d'autodétermination des populations algériennes. Ainsi, dès le mois de mai de la même année, des négociations ont été entamées à Évian entre une délégation française, emmenée par Louis Jox, et une délégation algérienne, emmenée par Krim Belkacem. Les négociations entre le gouvernement français et la direction du FLN ont été particulièrement longues puisqu'elles ont duré 15 mois, entre janvier 1961 et le 18 mars 1962, date de signature des accords d'Évian.
L'accord conclu lors de cette ultime rencontre doit s'avérer décisif dans la résolution d'un conflit que l'on ne nomme pas encore guerre d'Algérie, mais qui oppose depuis 1954 l'armée française aux indépendantistes algériens. Comme le prévoit le texte co-signé par le gouvernement français et le FLN, le cessez-le-feu entre en vigueur le 19 mars. Il doit mettre fin à près de 8 ans de conflit dans lesquels auront été engagés plus d'1 million de jeunes Français appelés au service militaire. Alors quand la guerre d'Algérie a commencé le 1er novembre 1954, il y avait déjà non seulement des soldats de métier, mais également des appelés, et même des appelés métropolitains, donc qui faisaient leur service en territoire algérien. Le gouvernement, à partir de 1956, recourt systématiquement à l'envoi des appelés du service militaire directement pour faire leur service militaire en Algérie. Et d'autre part, étant donné les effectifs nécessaires, eh bien, il a été jugé indispensable de maintenir donc les appelés au-delà de la durée légale du service militaire. Et donc, en pratique, quand les appelés étaient envoyés en Algérie, ils ne savaient même pas quand ils seraient libérés. Soucieuse des dangers encourus par ces jeunes appelés du contingent, la population accueille plutôt bien la nouvelle du cessez-le-feu. On espère alors que les accords d'Évian mettront un terme au combat et permettront le retour des soldats français. Oui, j'ai appris hier soir avec ma famille le cessez-le-feu et ma foi, nous avons tous été bien soulagés et heureux pour tout le monde. Qu'est-ce que vous espérez de ce cessez-le-feu, madame? Eh bien, j'espère que c'est le point de départ d'une meilleure période et que tout va s'arranger et que, ma foi, le sang cessera de couler. En Algérie, l'accueil des accords d'Évian est plus mitigé qu'en métropole. Côté algérien, on se réjouit naturellement, mais les manifestations restent modérées. Il ne s'agit que d'une étape et l'on se réserve pour la déclaration d'indépendance tant attendue. Servant à l'époque sous les drapeaux français, des milliers de harkis s'inquiètent du traitement qui leur sera réservé à l'issue de la guerre. Le mot harki a pris, à partir de 1962, un sens nouveau. On l'a appliqué à tous les musulmans qui avaient participé à l'action de l'armée française, à quelque titre que ce soit. Donc tous les statuts ont été confondus sous le nom de harki. Parmi les clauses fondamentales des accords d'Évian, il y avait une clause d'amnistie générale pour tous les actes commis donc dans le cadre de la guerre d'Algérie par les deux côtés. Et donc cela s'appliquait aux harkis. Donc le fait d'avoir porté les armes de la France contre d'autres Algériens, eh bien, n'était absolument pas considéré comme un acte punissable. Et une fois qu'il n'y aura plus de combat, alors qu'est-ce qu'ils vont faire de tous ces harkis là, de tous ces magasins et tout ça? Est-ce que vous croyez que votre vie serait en danger à ce moment-là? Oh, ma vie? Oui. Puisque je servais les drapeaux. Je travaillais sous les drapeaux français. Hein. Comme le redoutait ce lieutenant, les accords d'Évian ne suffiront pas à protéger les harkis. Abandonnés par les autorités françaises, la plupart d'entre eux seront massacrés. Certains pourront cependant être rapatriés. D'autres, grâce au courage et à la désobéissance de quelques officiers, prendront un bateau pour la France. Pour eux, le 19 mars est un prélude à l'exil. L'avenir devient tout aussi incertain pour les Européens résidant en Algérie. Le FLN enlève et assassine plusieurs milliers d'entre eux. Craignant pour leur vie, ceux que l'on appelle les pieds noirs fuient un territoire où ils sont installés depuis plusieurs générations. Est-ce que vous pensez rester définitivement en France? Monsieur, le problème est tellement difficile. Oui, vous ne savez pas encore. Si vraiment il y avait l'indépendance, c'est impossible de retourner. C'est ça. C'est impossible. C'est pourquoi les femmes et les enfants viennent. Et comment était la situation au moment de votre départ? Affreuse, monsieur. On ne peut pas dire autre chose. C'est terrible. C'est terrible. Ce qui se passe, c'est affreux. On ne peut pas trouver de mots pour exprimer exactement ce qu'il y a, aussi bien pour nous que pour eux. Le gouvernement français, eh bien, il était dans une situation embarrassante puisqu'il voulait absolument que les accords d'Évian soient exécutés, dans la mesure où c'était indispensable pour arriver à dégager la France de l'Algérie et mettre fin à la guerre. Mais d'un autre côté, il était quand même responsable de la sécurité de ses ressortissants en Algérie. Donc il a été amené à avoir une attitude complexe qui n'a satisfait personne. Les responsables sur place de l'armée française étaient tentés d'intervenir pour protéger leurs compatriotes, mais il ne fallait pas que ça aille jusqu'à rompre le cessez-le-feu et ainsi empêcher le gouvernement français de mettre fin à la guerre.
Pendant que certains fuient l'Algérie, d'autres opposent une résistance armée au processus d'indépendance. C'est le cas de l'organisation de l'armée secrète qui se retranche et commet des attentats dans certains quartiers. Monsieur, vous êtes musulman? Oui. On dit que tous les musulmans sont nationalistes. Vous ne l'êtes pas, vous? Non, moi non. Pourquoi? Parce que je suis avec l'Algérie française. Vous faites partie de l'OAS, paraît-il? Oui. Et alors, vous vivez où? Dans un quartier européen ou dans un quartier musulman? Un quartier européen. Comme le prévoient les accords d'Évian, l'armée française assure la sécurité du pays jusqu'à son désengagement final. Les soldats français affrontent ainsi leurs compatriotes, défenseurs de l'Algérie française, dans ce qui s'apparente à un combat fratricide. Malgré le cessez-le-feu, le bilan humain continue de s'alourdir. Alors, en particulier à Alger, l'OAS avait non seulement annoncé qu'elle refusait le cessez-le-feu, puisqu'il avait été signé contre le vœu de la grande majorité de la population française d'Algérie. Donc l'OAS a du coup ordonné aux forces françaises de cesser d'obéir au gouvernement et de la rejoindre. Et bien entendu, la très grande majorité des forces françaises n'a pas obéi à l'OAS. Dès le 23 mars 1962, un début d'insurrection dans le quartier européen de Bab el-Oued, donc faubourg d'Alger, a été brisé par une contre-offensive militaire extrêmement brutale. Et 3 jours après, la population algéroise qui manifestait rue d'Isly et qui voulait enfoncer un barrage pour marcher vers Bab el-Oued a été victime d'une fusillade extrêmement meurtrière qui a fait plusieurs dizaines de morts et des centaines de blessés. Bien que les tensions persistent, les Algériens sont appelés à s'exprimer dans les urnes le 1er juillet 1962 au sujet de leur indépendance. Sur ce panneau qui respectueusement, vous le savez, nous baptisons fromage, nous avons indiqué les pourcentages de oui et de non par rapport au suffrage exprimé. 4 jours plus tard, le 5 juillet 1962, l'indépendance de l'Algérie est proclamée. Dans les rues d'Alger, la foule en liesse célèbre l'autodétermination acquise au prix des combats. En France, l'émancipation de l'Algérie marque la fin d'une époque. Plusieurs centaines de milliers de Français sont rapatriés de ce qui était la plus vieille colonie de peuplement sur le continent africain. Pour toute une génération, c'est surtout la fin d'un engagement militaire parfois traumatisant. Personne ne pouvait être satisfait de la manière dont les choses s'étaient passées et dont elles s'étaient terminées. C'est la grande différence, en particulier, entre les accords d'Évian et les grandes commémorations de la fin des guerres précédentes. Dans les 2 cas, il y avait un fait très important, c'est qu'une date, donc le 11 novembre ou le 8 mai, pouvait mettre d'accord tous les Français, qu'ils soient des patriotes voulant fêter la victoire ou des pacifistes voulant célébrer le retour de la paix. Mais dans le cas de la guerre d'Algérie, le 19 mars, eh bien, c'était pas du tout la même chose. Les accords d'Évian prétendaient mettre fin à la guerre, mais en réalité n'ont pas réussi à y mettre fin réellement avant plusieurs mois. Le 19 mars permet la démobilisation progressive de plusieurs classes d'appelés et marque bien une étape essentielle dans ce que la loi du 18 octobre 1999 reconnaît enfin comme la guerre d'Algérie. Il faut ensuite attendre 2002 pour qu'un monument national soit érigé en mémoire des soldats français morts pendant la guerre d'Algérie. En 2012, le 19 mars devient ainsi la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. S'ils n'ont pas mis un terme au conflit, les accords d'Évian auront amorcé la fin d'une période douloureuse, dont la mémoire est encore vive de part et d'autre de la Méditerranée. Madame la députée, Madame la maire de Paris, Monsieur le gouverneur militaire de Paris, général, Mesdames, Messieurs les membres du corps préfectoral, Madame la directrice adjointe du secrétariat général pour l'administration,
Monsieur le directeur des patrimoines de la mémoire et des archives, Madame la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, Mesdames, Messieurs les présidents et représentants d'associations du monde combattant, chers porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs, ce 19 mars est singulier. Il est singulier car ce matin, au nom de l'apaisement des mémoires, le président de la République a réuni au Palais de l'Élysée une délégation de femmes et d'hommes qui ont vécu, qui ont été confrontés et qui ont souffert de la guerre d'Algérie et de ses conséquences. Il est singulier car nous nous retrouvons au sein de ce mémorial de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie qui a été rénové et mis en valeur. Il est singulier, bien sûr, car il marque le 60e anniversaire de la signature des accords d'Évian. Cette date de commémoration, nous le savons, et je ne m'en cache pas devant vous, ne fait pas l'unanimité. Elle est révélatrice des mémoires plurielles et fragmentées de la guerre d'Algérie. Elle est l'illustration des déchirements provoqués par le conflit et son règlement. Néanmoins, la signature des accords d'Évian marque un point de bascule. Il y eut un avant et un après pour beaucoup, civils comme militaires, français comme algériens. C'était il y a 60 ans. Après un long processus et de difficiles négociations, dans un contexte d'exacerbation des violences, les accords étaient signés le 18 mars 1962 entre les représentants des gouvernements de la République française et ceux du gouvernement provisoire de la République algérienne. Les accords d'Évian, entre autres dispositions, se traduisaient par un cessez-le-feu applicable dès le 19 mars à midi sur tout le territoire algérien. Un horizon se dégageait pour la sortie de guerre. La paix n'était pas encore là, elle était une promesse pour certains, un mirage pour d'autres. 2 référendums étaient annoncés, l'un en métropole, l'autre en Algérie. L'indépendance de l'Algérie se dessinait, un temps de transition douloureux s'ouvrait. Nous le savons, après le 19 mars, rien ne fut définitivement réglé sur les 2 rives de la Méditerranée, avec tous les bouleversements que cela impliquait, avec tous les drames intimes et collectifs qui ont surgi, avec les violences et le cycle des représailles qui ne se sont pas éteints. Il y eut une multitude de sentiments, une avalanche de ressentiments, une pluralité de réactions et de douleurs, le voisinage du soulagement et de la détresse. Cette diversité et ces blessures sont la source de la mémoire plurielle et fragmentée de la guerre d'Algérie. Pour des milliers de soldats, des appelés et rappelés du contingent, des militaires de carrière, des forces de l'ordre de métropole et d'Afrique du Nord, c'était la possibilité d'un retour prochain dans leur foyer. C'était aussi pour certains l'amertume de la situation militaire et le goût d'une défaite. C'était aussi pour d'autres la fin d'un continuum guerrier qui s'est étalé de 1939 à 1962. Près de 2 millions d'appelés et de rappelés ont servi en Afrique du Nord pendant 18, 28 ou 30 mois. Ils ont répondu à l'appel de la nation pour aller combattre pendant plusieurs mois sur un sol qu'ils n'avaient jamais foulé. Ils l'ont fait avec détermination. Ils ont accompli les missions ordonnées par le commandement. Ils ont consacré et parfois sacrifié parmi leurs plus belles années à servir dans les Aurès et le Djebel, dans la Mididja, dans les rues d'Alger, de la ligne Maurice à la Kabylie, d'Oran à Constantine. Étudiants,
Jeunes cadres, ouvriers, agriculteurs, artisans, employés, c'est toute une génération, toute une société qui a été marquée par cette guerre et qui le reste aujourd'hui. Notre France en est l'héritière. Les appelés sont encore aujourd'hui des porteurs majeurs de la mémoire de la guerre d'Algérie, avec des regards très différents, avec des ressentis aussi variés que la diversité de leur jeunesse. Près de 30 000 militaires ont été tués, près de 70 000 blessés. Je veux particulièrement saluer en cette date anniversaire les blessés de la fin de la guerre, dont le rapatriement et l'accueil en métropole s'est fait dans des conditions très difficiles. Parmi ceux qui sont revenus d'Algérie, aucun n'a oublié ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, ce qu'il a entendu. Et parmi la grande famille de la 3e génération du feu, je distingue aujourd'hui 4 hommes. Gilbert Rivoal, vous avez débarqué à Alger en juin 1959. Grenadier voltigeur, courageux et ardent au combat, vous servez pendant plusieurs mois dans les territoires du Sud. Début avril 1960, vous vous êtes distingué en dégageant du feu meurtrier des blessés d'une autre unité. Ce même mois, lors de la neutralisation d'une caravane ennemie, vous êtes grièvement blessé à l'épaule droite, au talon et à la main gauche. Cette Légion d'honneur que vous portez désormais est une distinction pour vous-même, mais également un hommage à l'ensemble de vos frères d'armes blessés. Maurice Boeuf, vous avez débarqué en Algérie en 1961 au sein du 29e régiment de dragons. Volontaire, infatigable et dynamique, vous vous êtes distingué en janvier 1962 dans le secteur de Constantine par votre efficacité dans l'usage de votre arme. Vous êtes digne de la médaille militaire. Claude Morin, vous avez débarqué à Oran en juillet 1959 au sein du 62e bataillon du Génie. Vous participez à de nombreuses missions ardues à la frontière marocaine. À plusieurs reprises, vous vous distinguez par votre sang-froid dans la démolition d'engins adverses piégés. Vous êtes digne de la médaille militaire. Claude Papoin, vous avez débarqué à Oran en janvier 1959 au sein du 519e bataillon du train à pied. Audacieux et plein d'allant, vous participez aux missions les plus périlleuses. Par votre célérité à mettre votre dispositif radio en service, vous assurez le succès des opérations. Vous êtes digne de la médaille militaire. Alors ensemble, nous témoignons de notre volonté de faire vivre la mémoire, de faire perdurer le souvenir et de transmettre l'histoire des événements qui se sont déroulés en Afrique du Nord. Les mémoires de la guerre d'Algérie sont douloureuses, mais elles sont précieuses. Notre mission collective est de porter un regard lucide sur les blessures du passé, de poursuivre le travail d'histoire, de vérité et de réconciliation. Je pense évidemment aux harkis et aux rapatriés pour qui le 19 mars constitue une césure et une déchirure. Pour les harkis, pour les soldats membres de formations supplétives, cette date marque le début d'une tragédie. Pour beaucoup, ce fut l'heure de la violence et des représailles. Pour d'autres, ce fut l'exil, l'abandon d'une terre aimée, puis l'indifférence, voire le mépris sur une terre qui les a mal accueillis. Par la parole du chef de l'État et par la loi, la République a reconnu la singularité du sort des harkis et a ouvert le temps du pardon. Il n'est pas un pied-noir, pas un rapatrié d'Algérie
qui n'ait oublié la terre évanouie de ses parents. Ils ont vécu un douloureux exil. Ils ont vu leur monde s'engloutir. Ils ont connu et souffert des violences après le 19 mars. Il y eut le drame de la rue d'Isly, le 26 mars 1962, dont le caractère impardonnable a été récemment reconnu par le chef de l'État. Il y eut les massacres d'Oran, le 5 juillet 1962. En redisant son attachement aux rapatriés et à leurs familles, la République a rappelé avec force les douleurs de l'exil et les conditions d'arrivée en métropole. En ce jour de recueillement, j'ai également une pensée pour les disparus et leurs familles. Pour tous ceux dont nous avons perdu la trace au cours des épreuves douloureuses de la guerre d'Algérie. Nous nous rappelons de tous les disparus, ces anonymes dont l'histoire reste encore dans l'ombre et dont les proches n'ont pu faire véritablement le deuil. Et ces disparus figurent maintenant sur nos colonnes de ce mémorial. Pour ce 60e anniversaire, le mémorial de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie a été, vous le voyez, rénové et embelli. J'ai souhaité avec vous, avec de nombreuses associations, avec l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et la ville de Paris, que je remercie chaleureusement, que ce lieu soit véritablement identifié comme un lieu de mémoire, qu'il soit davantage sanctuarisé et délimité. Sa conception a ainsi été modernisée et actualisée. Ce haut lieu de la mémoire nationale le mérite. Il permet l'hommage, il permet la pédagogie. Il est un lieu qui invite à la transmission. Rien ne pourra tout à fait guérir les deuils, les blessures, les dénis. Il restera toujours une part d'inconsolable. Mais pour ce 60e anniversaire, nous prenons collectivement l'engagement de continuer à enseigner la guerre d'Algérie, de faciliter l'accès aux archives, de mettre en valeur les témoignages, d'expliquer les faits et les événements, de regarder l'histoire en face, de faire dialoguer les mémoires. C'est sur ce chemin qu'il nous faut poursuivre, reconnaître et accepter la vérité et la complexité de l'histoire, l'enchevêtrement des destins singuliers et des drames intimes, avancer ensemble pour nous rassembler autour de mémoires plurielles mais apaisées. Pour le 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie et des accords d'Évian, la France a besoin de se retrouver sereinement en un lieu et en un temps commun, de se rassembler sans polémique autour de tous ceux qui ont été touchés par ce conflit, de faire unité autour du souvenir et de la transmission. Ainsi, le 18 octobre 2022, un hommage national sera organisé à une date symbolique, celle de l'anniversaire de la promulgation de la loi de 1999, reconnaissant officiellement le caractère de guerre et de combat aux événements d'Afrique du Nord. Un texte qui a mis fin aux non-dits et aux litotes. Alors aujourd'hui, en ce 19 mars 2022, partout en France, nous nous souvenons et nous rendons hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Vive la République, vive la France.
Présentez. Homme. Homme. Reposez. Homme. Repos. Ni film.